Merci à vous aussi et permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour notre nation. Le 7 décembre restera dans l'histoire politique du Bénin comme un moment où la République a été suspendue entre la fragilité et la grandeur. Fragilité parce qu'un groupuscule de militaires a cru pouvoir soumettre le destin national à ses ambitions. Grandeur parce que l'État républicain porté par des institutions solides et par la maturité du peuple béninois a opposé un refus net, déterminé et sans ambiguïté. Ce qui s'est passé n'est pas seulement un événement sécuritaire, c'est un révélateur de notre temps, un miroir de nos institutions, une preuve de maturité politique. Et c'est à cela qu'il faut réfléchir avec rigueur, lucidité et profondeur. Un coup de force n'est jamais dérisoire. Il est par essence un crime contre l'ordre symbolique qui fonde une nation. Ce groupuscule de militaires n'a pas seulement tenté de renverser un gouvernement légitime, ils ont tenté de rompre le fil fragile qui relie un peuple à ses institutions. Ce fil que tant de nations cherchent encore à solidifier. Mais ce qui importe surtout, c'est la manière dont l'État a réagi. Nos forces de défense et de sécurité ont agi avec un professionnalisme exemplaire, une discipline presque stoïcienne et surtout une éthique de la retenue. Dans un monde où la force s'exhibe trop souvent dans sa brutalité, le Bénin a montré que la puissance républicaine, c'est d'abord la maîtrise de soi. Quand la caserne de Togben a été encerclée, l'armée avait les moyens d'un assaut total, mais elle a renoncé à l'usage dévastateur des armes lourdes, car ces équipements dans une zone densément habitée auraient transformé l'opération en tragédie nationale. Il fallait éviter le carnage et c'est la marque des États responsables. Je comprends cette perception, mais elle procède d'une lecture rapide, parfois instrumentalisée. L'intervention aérienne du Nigeria, exécutée sous mandat de la CEDEAO, n'a pas été un acte de substitution, mais un acte de préservation. L'objectif n'était pas de sauver le pouvoir, mais de prévenir un bain de sang, car l'usage prolongé de nos propres armes lourdes dans une zone urbaine aurait mis en danger des milliers de vies. Les frappes aériennes, par exemple, ont été chirurgicales. Elles n'ont visé que les engins blindés. Elles n'ont touché aucun bâtiment. Elles se sont inscrites dans une stratégie globale déjà maîtrisée par le Bénin. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que la souveraineté n'est pas compromise lorsqu'un État choisit la voie de la responsabilité éthique. Le Bénin n'a pas été sauvé. Il a choisi la vie plutôt que la gloire guerrière. En ce sens, nous avons montré à la sous-région un modèle de gouvernance en temps de crise.
C'est à mes yeux, monsieur le journaliste, l'un des phénomènes les plus révélateurs de cette crise. Traditionnellement, lorsqu'une junte prend la parole sur une télévision nationale, le peuple, même dans la confusion, sort dans les rues. Parce qu'un putsch, dans l'imaginaire politique africain, symbolique souvent la fin d'un régime devenu impopulaire. Aucune rue ne s'est levée ici au Bénin. Aucun quartier n'a chanté la victoire des mutins. Aucune foule ne s'est agrégée à leurs gestes. Or, ici, le silence absolu. Ce silence est un acte politique majeur. Il signifie que le peuple béninois ne voyait aucun sens à cette aventure. Les citoyens savent que malgré les défis, le pays progresse. Le président Patrice Guillaume Atanas Talon n'est pas l'homme isolé que les putschistes imaginaient. Ce refus populaire est en soi un référendum silencieux en faveur de la stabilité institutionnelle. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Dès les premières minutes du putsch, les soutiens les plus ardents des mutins sur les réseaux sociaux étaient des profils bien connus liés aux sphères d'influence de l'AES. Ce sont eux qui ont orchestré les fake news, les vidéos trafiquées, les narratifs mensongers, les analyses alarmistes. Pourquoi tant d'acharnement sur notre pays? Parce que la réussite béninoise dérange. Elle constitue une preuve vivante que la fatalité d'un chaos n'existe pas, que les États africains peuvent se réformer, se moderniser, se relever. Et dans certains pays, la gouvernance est devenue une nuit longue et sans horizon. Le Bénin, lui, avance, construit, stabilise. Et cette avancée agit comme un miroir qui renvoie à l'image des échecs des autres. Plutôt que de se remettre en question, certains préfèrent donc tenter de tirer le Bénin vers le bas. Mais ils ont échoué. Ils échoueront toujours. Le Bénin est un pays de paix. C'est pour ça qu'il y a eu cette pluie. Moi-même, je suis allée en conseil extraordinaire sous cette pluie-là. Donc, le Bénin ira totalement en avant. Les nations ne vivent pas uniquement de lois et de chiffres. Elles vivent aussi de symboles, de signes, de résonance spirituelle. Cette pluie douce, inattendue, est apparue comme une métaphore céleste, comme si le ciel, dans sa sagesse, venait laver les souillures que les mutins avaient voulu pour notre nation. Comme s'il disait au peuple béninois, vous avez traversé l'épreuve, vous en sortez purifiés et grandis. Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois aux symboles qui parlent à la conscience collective. Ce que l'on reprochait hier, la rigueur, la discipline institutionnelle, la modernisation structurelle,
apparaît aujourd'hui pour ce que c'est vraiment un rempart contre le chaos. On a dit que le président Talon gouvernait avec poigne, mais l'histoire montre qu'il gouverne surtout avec vision. Les réformes ont permis une armée modernisée, équipée, entraînée, des institutions capables de résister aux secousses, un État dont la solidité inspire confiance aux citoyens comme aux investisseurs. Sans ces réformes, ce putsch aurait peut-être prospéré comme ailleurs. Avec elles, il a échoué et échouera toujours. Et c'est une leçon pour toute la sous-région. L'armée est une institution noblement silencieuse. Elle protège la nation. Elle ne l'oriente pas. Elle veille. Elle ne gouverne pas. Quiconque veut faire de la politique doit quitter l'uniforme. Le soldat qui reste dans l'armée doit demeurer au service exclusif de la République. L'armée n'a pas vocation à devenir un arbitre entre acteurs politiques, encore moins un instrument pour les ambitions frustrées. Il faut donc sanctuariser cette frontière. C'est une question de stabilité nationale autant que de dignité militaire. Incontestablement, oui. Depuis plusieurs années, dans l'espace ouest africain, les coups d'État ont prospéré. Le Bénin est le premier pays à rompre ce cycle, le premier où une tentative échoue, le premier où la démocratie résiste. Cela a une portée géopolitique majeure. Cela rassure les investisseurs, cela réconforte les citoyens, cela redonne sens à l'idée d'un État africain solide, moderne, debout. La confiance doit maintenant revenir plus vite, plus ferme. Le Bénin a prouvé qu'il n'est pas un pays comme les autres. Il est une exception de résilience et cette exception doit être consolidée. L'enseignement est simple et profond. Un pays n'est pas grand parce qu'il évite les épreuves, mais parce qu'il les traverse sans perdre son âme. Le 7 décembre, la République béninoise a tenu debout. Le peuple est resté maître de son destin, l'armée a prouvé sa loyauté, les institutions ont montré leur robustesse, la nation, enfin, a montré au monde qu'elle était désormais prête à assumer sa stature. L'avenir du Bénin s'écrit avec calme, confiance et détermination. Nous en serons ensemble les gardiens vigilants et les bâtisseurs lucides.